Goedemiddag, dank u wel, Yves. Bonjour à toutes et à tous. Merci Yves Kuhn, merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion de souligner l'importance des détails dans le nowcasting. Donc, je vais vous présenter un travail qui a été fait avec Monsieur Capio de Koster van der Kele. Donc, bien sûr, c'est la cadre dans le projet Covivat. Donc, merci à l'SPF Sécurité sociale et merci également aux autres partenaires impliqués dans le projet. Alors, l'intitulé de ma présentation, l'importance de données détaillées et actuelles pour l'évaluation de la politique pendant la crise sanitaire en Belgique, c'est un titre assez long pour simplement vous dire que les détails sont importants. Les détails sont importants, peut-être un peu moins pour la question auquel nous avons essayé de répondre plusieurs fois aujourd'hui. Est-ce que notre sécurité sociale a bien fonctionné ? C'est une question importante et oui, notre sécurité sociale a joué un rôle important pendant la crise sanitaire. Et les détails sont d'autant plus importants quand on essaye de répondre à des questions comme celle-ci. Est-ce qu'il y a encore des mailles dans le filet de sécurité? Et est-ce que les moyens supplémentaires ont été utilisés de la meilleure façon? Pensez par exemple à la prime d'énergie ou les primes régionales pour les indépendants, primes de compensation, etc. Est-ce que ces primes ont été perçues par les personnes qui en avaient vraiment besoin? Nous avons essayé de répondre à ces questions dans le cadre du projet Covivat, comme Yves a déjà montré, mais moi je vais surtout vous expliquer de quelle façon nous avons procédé. Donc, on fait du nowcasting sur base de statistiques agrégées. Donc, ceci est un schéma général. Donc, on commence à gauche. On dispose d'un dataset des ménages, donc un micro-dataset qui est daté. C'est impossible d'avoir ces données au moment du début de la crise. Mais donc, grâce aux données agrégées, nous allons essayer de transformer ces sets de données en sets de données plus actuelles, plus récentes. Et puis, grâce à un modèle de simulation des impôts et des allocations, on dispose donc d'un dataset synthétique avec les revenus disponibles de 2020. Et donc, c'est important de connaître les revenus disponibles parce qu'avant la pause, on a parlé de l'impact du Covid-19, mais on ne connaissait pas l'impact sur la pauvreté, sur les inégalités et sur les revenus disponibles. Donc, les revenus disponibles sont un élément important. Donc, nous avons procédé sur base de l'enquête Silk. On a fait un nowcasting sur base de données agrégées au niveau sectoriel, des données publiques, pour ensuite arriver à un nowcast Silk de 2020. On a pu appliquer Euromot et qui prenait en compte toutes les mesures supplémentaires. Et ainsi, nous avons donc pu voir la répartition du choc et la compensation en 2020. Alors, important à savoir est que nos données échantillonnées n'ont pas toute l'hétérogénéité. Donc, nous avions besoin de nombreuses autres assumptions, par exemple en matière des indépendants. Donc, nous devions partir du principe que les indépendants qui ont droit à un droit passerelle avait des revenus qui étaient égaux à 0 et que les indépendants qui n'avaient pas droit à ce droit de passerelle avaient des revenus stables. Et ça, c'est quand même une grande assumption que même ces indépendants qui ont dû fermer les portes, par exemple, perdaient du revenu, mais pas tout. Et nous n'avons pas d'informations dans notre baseline dataset et donc les flexi-jobs, par exemple, ou les étudiants, les intérimaires. Ces personnes n'ont pas toujours droit à cette protection sociale et nous ne pouvons pas inclure cela
dans notre simulation. Donc, nous devions partir du principe que tous les revenus rapportés dans Silk étaient couverts par la sécurité sociale. Donc, vous avez déjà compris où je veux en arriver. Nous avons vite compris que cela ne suffisait pas et nous avons essayé d'y remédier. Donc, une première étape était de baser le nowcasting sur des données plus détaillées. Et nous devons remercier le groupe de travail SIC pour avoir fait percoler ces données. C'était des tableaux de l'ONEM, et également des chiffres sur le chômage temporaire, des données mensuelles qui nous permettaient de mesurer la probabilité que quelqu'un soit au chômage en avril 2020 si cette personne était aussi au chômage en mars 2020, par exemple, ce qui nous a permis de mieux comprendre la durée du chômage temporaire au courant de l'année pour certains profils de salariés. Encore plus important, ce choc pouvait être modélisé avec un gradient de revenus. Donc, dans ces tableaux, nous pouvions voir que auprès des faibles revenus, il y avait un plus grand risque de chômage temporaire. Et alors surtout pendant la deuxième vague. Een volgende. Puis on a étudié la situation des indépendants. Donc là, on a moins pu se baser sur les données agrégées, probablement parce qu'elles ne sont pas disponibles auprès des services publics, mais nous avons essayé d'inclure l'effet des coûts variables et fixes dans notre modèle. Donc, il s'agit aussi de connaître les coûts variables qui peuvent disparaître et les coûts fixes qui restent. Donc, on utilise des assumptions avec des ratios moyens par secteur. On fait aussi appel aux données de la Banque nationale. Voilà, concernant les indépendants par secteur, ce sont toujours des assumptions importantes, mais nous avons pu mettre arriver à une hétérogénéité. Nous avons appliqué le Euromat pour pouvoir faire cette étude. Nous avons effectué 2 simulations. La dernière comporte plus de détails. Et donc, nous avons pu comparer les deux pour comprendre l'importance du détail dans la simulation. Je vais vous présenter quelques conclusions tout à l'heure, mais je fais référence à l'article de Covivat qui a été publié avec plus de détails. Mais tout d'abord, l'incidence du choc. Qui a été touché et quelle est la différence entre les deux simulations? En bleu, et donc il y a une simulation qui présente plus de détails, répartis sur les 5 quintiles de revenus. Donc uniquement l'effet pour la population active qui peut être touchée par le choc. Donc les barres en bleu sont plus élevées que les rouges. Donc il y a plus de personnes touchées dans la simulation plus détaillée. Ce qui s'explique par le fait que la durée du chômage temporaire a pu être reprise de manière beaucoup plus détaillée. Et nous voyons qu'il y a des personnes qui travaillent uniquement quelques jours par mois, et ça c'est moins possible pour la version moins détaillée. Là, on considérait que quelqu'un était au chômage temporaire pendant un mois entier. Ensuite, il y a le gradient de revenus. Nous voyons plus de personnes touchées pour les 3 premiers quintiles de revenus que pour les 2 derniers. Et ça, on ne le voit pas dans l'analyse moins détaillée. Voilà, là, nous savons qui est impacté, quelle est l'importance du choc. Et là aussi, il y a une importance importante entre les deux simulations. Donc, en bleu, de nouveau, la méthode plus détaillée, en rouge, la méthode moins détaillée. Et on voit là des effets selon la durée du chômage temporaire. Donc, dans la version plus détaillée, on voit
qu'il y a quand même une différence importante. Mais là aussi, il y a le gradient de revenus qui joue un rôle important. Le choc est plus élevé pour les quintiles les moins élevés par rapport aux quintiles les plus élevés. Et ça, on ne le voit pas dans la méthode moins détaillée. Ensuite, concernant le changement au niveau du revenu du ménage disponible, là, il y a la compensation qui est octroyée et les stabilisateurs, comme par exemple l'impôt sur les personnes physiques. Et dans la période moins détaillée, on voit que le choc est le plus important pour les revenus, pour les quintiles les plus élevés. Et c'est logique parce que maintenant on voit le choc pour toute la population. Et il est logique que le choc soit plus important parce que donc là on ne parle plus du quintile brut disponible, mais donc en haut, comment ça se fait qu'on ne le voit pas dans la simulation plus détaillée? Eh bien parce qu'il y a des individus avec un revenu disponible faible qui ressentent un choc assez fort, comme par exemple les indépendants qui sont au chômage de longue durée. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de Covivat et l'importance des détails dans les simulations. Ça s'est révélé très important parce que nous avons pu saisir l'importance de la durée du chômage temporaire et aussi l'importance du gradient de revenus. Mais c'est aussi logique, nous avons inclus cette donnée nous-mêmes, mais on a pu démontrer l'importance de ces détails au niveau des résultats. Ensuite, l'hétérogénéité pour les indépendants est très importante. En Flandre, les primes étaient 2 fois plus importantes qu'à Bruxelles. Dans la méthode de simulation moins détaillée, l'effet n'était pas visible. On ne pouvait pas inclure ces données parce qu'on ne tenait pas compte de la perte de revenus. Maintenant, on a pu démontrer qu'il y a eu une grande surcompensation en Flandre. Nous allons aussi pu le constater pour une partie à Bruxelles et en Wallonie. Mais on doit au moins dire qu'il y a des différences régionales. Donc soit la surcompensation en Flandre a été très importante, donc en Flandre, soit il y a eu des grandes pertes de revenus à Bruxelles. Maintenant, la question se pose de savoir s'il y a des lacunes dans le filet de sécurité sociale et si les moyens supplémentaires ont été bien utilisés. Et je crains que ma réponse est non, parce qu'il peut toujours y avoir des lacunes dans nos simulations. Par exemple, les statuts atypiques, comme par exemple, dans notre note politique numéro 9, on a fait des simulations pour un indépendant qui travaille à 4/5 dans l'ORECA avec ou sans flexi-job. Si la personne n'a pas de flexi-job, donc 9 mois et demi de chômage temporaire, donc la durée totale du chômage temporaire qui était possible, là, donc la perte de revenus aurait été de 7,8%. Si la personne, au-delà de son contrat 4 à 4/5 aurait complété son revenu avec un flexi-job, et si ce flexi-job aurait disparu, c'est une conséquence de ce qui avait été présenté dans le premier volet de cet après-midi. Là, ça mènerait à une perte de revenus de presque 30%. Donc, c'est un chiffre beaucoup plus élevé. Le problème, c'est qu'on peut très bien estimer qu'il y a ce genre de cas, mais on ne connaît pas les chiffres exacts. On ne sait pas, par exemple, dans quel type de ménage ces personnes grandissent. Donc, il y a une très grande différence, par exemple, s'il y a un partenaire ou non.
Et c'est pourquoi il est important d'inclure ces statuts atypiques dans notre micro-simulation. Nous n'avons pas encore répondu complètement à la question qu'on avait posée au départ. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Des données en temps réel au micro-niveau ne peuvent pas être disponibles au moment où une crise se présente. Donc, on doit toujours se baser sur des simulations, sur du nowcasting. Donc, je ne veux pas sous-estimer l'importance d'un modèle comme celui de Romot. Donc, ça a été très important de pouvoir le faire et de pouvoir les utiliser. Mais ce serait intéressant de pouvoir introduire plus de détails dans ces simulations. Et ça peut se faire en 3 pas. Donc tout d'abord, développer un modèle de micro-simulation avec hétérogénéité dans le revenu des ménages. Donc, un modèle, par exemple, qui peut être développé par le SPF Sécurité sociale. Un tel modèle devrait idéalement se baser sur des données qui sont évidemment datées, donc ce ne sont pas des données qui sont totalement à jour au moment où une crise surgit, et de là l'importance de données de nowcasting, des données agrégées. Donc même si c'est un modèle moins détaillé, ce troisième point pourrait mener à des estimations plus correctes. Si on pouvait avoir des tableaux croisés de l'ONSS, de l'ONEM, etc. Donc cela pourrait nous aider afin de détailler les simulations. Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas été la dernière crise. Il est donc important d'analyser ce qu'on peut mieux faire à l'avenir. Et je pense qu'il y a des défis de taille qui se présentent. On ne va pas entrer dans les détails, mais je voudrais quand même vous insister sur l'importance d'une stratégie de données et de modèles axés sur l'avenir. Donc, la Belgique est un pays de modèles de micro-simulation. Il faut pleinement exploiter ces modèles. Mais souvent, il y a une coordination ou une vision qui manque. S'il y a un article qui est voté au niveau de l'impôt des personnes physiques, donc le SPF va faire des modèles. Et en même temps, il y a des chercheurs en Belgique qui vont essayer de traduire les textes juridiques pour les utiliser dans leur propre modèle. Mais le SPF dispose déjà de ces modèles. Donc, ce serait très efficace de partager ces modèles pour gagner de l'efficacité. Ce qui est encore plus important, c'est la stratégie de données sous-jacentes. Donc, Belmont a l'objectif de communiquer vers plusieurs partenaires concernant les modèles de micro-simulation et ça a été une réussite. Mais il y a donc ces données sous-jacentes qui ne sont pas disponibles pour les partenaires et donc la coordination est très difficile. Donc là aussi, je voudrais insister sur la nécessité d'avoir une stratégie d'analyse qui est très importante pour la gestion de toutes ces crises. Est-ce que j'ai encore le temps? Parfait. Je voudrais aller plus loin qu'uniquement ces simulations ex ante. L'importance va au-delà de ce que j'ai déjà expliqué, comme par exemple
les évaluations ex post des mesures existantes. Il y a par exemple eu un séminaire sur le Evidence-Based Policy. Nous avons vu que pour la Belgique, on peut faire des études, des recherches intéressantes sur les objectifs qui sont atteints ou pas atteints. Et donc, ce sont des analyses qui pourraient se révéler très intéressantes dans le cadre des négociations budgétaires. Ensuite, il y a l'octroi automatique des allocations. Si les allocations ne sont pas octroyées automatiquement, il y a un certain effet Mathieu. Donc là, je peux faire référence au projet de Belspo où on démontre qu'il y a un effet très important du non-recours. Les gens ne demandent pas ce à quoi ils ont droit. Et donc ça a donc un impact sur la redistribution de notre sécurité sociale. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles, même dans le respect de la vie privée. Il y a souvent des données qui sont disponibles dans les services publics, mais qui ne sont pas suffisamment partagées. Donc, j'espère avoir contribué à des actions concernant ce point.